Introduction. Un quadricycle léger ne se conduit pas de la même manière qu'un cyclomoteur. Le code de la route est le même, mais la maîtrise est différente, l'équilibre n'étant plus un problème. Les techniques de manipulation diffèrent également, comme dans un virage, par exemple. L'installation au poste de conduite, l'entretien, les commandes, les équipements, mais encore le chargement et les passagers sont autant de points spécifiques à l'utilisation d'un quadricycle léger. La conduite d'un quadricycle nécessite, tout comme celle d'un cyclomoteur, le permis AM qui peut être passé dès l'âge de 14 ans. En cas de contrôle, les documents obligatoires sont le permis, le certificat d'immatriculation du véhicule, l'attestation d'assurance et la vignette qui doit être apposée sur le pare-brise dans l'angle en bas à droite. Je dois posséder à bord un gilet haute visibilité, un triangle de présignalisation ainsi qu'un éthylotest. Les commandes. Le tableau de bord d'un quadricycle est bien souvent plus complet que celui d'un cyclomoteur. On y retrouve les différents voyants lumineux. Vert et bleu pour le fonctionnement des différents feux et les clignotants, orange pour m'avertir d'éléments importants mais ne nécessitant pas un arrêt immédiat, rouge pour une anomalie nécessitant un arrêt immédiat du véhicule. On retrouve les différents compteurs, pour la vitesse, pour les différents kilométrages, pour la jauge à carburant. Et pour finir, les différentes commandes telles que l'allumage des feux et des clignotants, l'avertisseur sonore, le système de chauffage et de ventilation, les balais d'essuie-glace, les feux de détresse, etc. Avant chaque départ, il faut vérifier le bon fonctionnement et le bon état de tous ces dispositifs. Passagers et chargement. Tous les usagers doivent avoir verrouillé leur ceinture de sécurité. En tant que conducteur, je prends soin de le vérifier avant le départ. C'est également à moi d'assurer la sécurité des passagers transportés. Les enfants de moins de 10 ans doivent être installés dans des dispositifs homologués correspondant à leur âge et leur morphologie. Si un nourrisson est installé dos à la route sur le siège passager avant, l'airbag passager doit être désactivé. Lors d'un transport de chargement, je prends soin de bien répartir les charges au niveau du coffre. Je fais également attention à ne rien mettre au niveau de la plage arrière afin de ne pas masquer la visibilité. Attention aux charges non attachées sur les sièges arrière. En cas de freinage brusque, ces charges vont devenir de vrais projectiles. Dans le cas d'un chargement sur le toit ou à l'arrière, il est préconisé d'utiliser des dispositifs adaptés tels que les porte-bagages ou porte-vélos. Le chargement ne doit pas masquer la plaque d'immatriculation. Si mon chargement modifie la hauteur de mon véhicule, je suis vigilant à l'approche des portiques, des parkings souterrains, etc. Il faut être vigilant à ne pas dépasser la capacité de transport du véhicule indiquée sur le certificat d'immatriculation, que ce soit en poids ou en nombre de passagers. Installation au poste de conduite. Une bonne installation de conduite permet de limiter la fatigue, d'avoir une bonne visibilité vers l'avant et vers l'arrière, et d'agir rapidement et correctement sur les différentes commandes. Pour cela, il faut régler le siège. Bien calé au fond du siège, je dois pouvoir accéder facilement au frein et à l'accélérateur sans avoir la jambe trop tendue ni trop pliée. Le dossier. Je dois être à l'aise et le dossier ne doit pas être trop droit pour ne pas être inconfortable, ni trop allongé pour pouvoir avoir une visibilité optimale et un accès facilité aux commandes. Pour la hauteur, mon regard doit arriver à mi-hauteur du pare-brise. L'appui-tête, élément essentiel de sécurité, permet de protéger les vertèbres cervicales en cas d'accident. Le volant. J'ajuste la hauteur et la profondeur pour une manipulation aisée de celui-ci. Mes bras doivent être fléchis. Les rétroviseurs, ils doivent être réglés pour permettre de voir vers l'arrière et sur les côtés le plus loin et le plus large possible. Mais attention, même avec un bon réglage, il existe toujours des angles morts.
Je devrais donc tourner la tête pour compléter l'utilisation des rétroviseurs. La ceinture de sécurité. Elle est obligatoire pour l'ensemble des usagers à bord du véhicule. Elle permet une retenue efficace en cas d'accident et doit donc être correctement ajustée. Circulation. Le regard dirige et les gestes l'accompagnent. Je balaye l'environnement du regard afin de prendre le maximum d'indices de conduite et je porte mon regard dans la direction souhaitée. Je positionne mes mains dans la partie supérieure du volant afin d'avoir une bonne maîtrise du véhicule et de la trajectoire. Je ne me crispe pas sur le volant. Je dois, en circulation, partager la route avec les autres usagers. En marche normale, je dois circuler sur la voie la plus à droite de la direction choisie. Je fais attention aux voies réservées aux autres usagers, bus, cyclistes, etc. Il est interdit de les emprunter et je fais attention si je dois les traverser pour tourner à droite ou à gauche. Pour changer de direction, je prends soin de bien contrôler tout autour de moi. J'informe avec les clignotants et je me place selon la direction choisie. Je serre la droite pour tourner à droite et je serre la ligne médiane si je souhaite tourner à gauche. Dans tous les cas, le regard doit être porté au loin et ma trajectoire ne doit pas empiéter sur celle des autres. Sur un carrefour à sens giratoire, j'utilise la voie de droite pour tourner à droite et continuer tout droit. Pour tourner à gauche et faire demi-tour, il est possible d'emprunter la voie de gauche. Pour sortir, il faut contrôler l'absence d'usagers sur la voie de droite pour pouvoir se placer dans cette voie au niveau de la sortie qui précède celle que je souhaite emprunter. Avant chaque changement de direction, le clignotant doit être activé. Les stationnements. Pour stationner, je dois veiller à la signalisation afin d'utiliser un emplacement autorisé. Il existe différents types de stationnement, en épi, en créneau, en bataille. Cette manœuvre doit être effectuée avec prudence et avec beaucoup d'observation. Avant de prendre le stationnement, j'informe les autres usagers de ma manœuvre afin qu'ils puissent anticiper mon action. Je circule au pas durant la manœuvre afin de prendre le temps d'observer tout autour de moi d'éventuels piétons, cyclistes, automobilistes. Attention, je ne suis pas prioritaire sur la manœuvre. Je dois donc arrêter celle-ci le temps d'un dépassement par un autre usager. Une fois stationné, j'immobilise mon véhicule et prends soin de ne rien laisser à vue pour éviter d'éventuels vols. Je prends les papiers du véhicule avec moi et contrôle avant d'ouvrir ma portière. Pour quitter mon stationnement, je contrôle qu'aucun usager n'arrive et informe avec mon clignotant. Je prends en compte également le fait qu'il me faudra quelques secondes avant d'atteindre la vitesse des autres usagers. Le casque. Le conducteur de 2 roues motorisées est un usager vulnérable. L'équipement est sa seule protection. Le casque est l'élément essentiel pour la sécurité des utilisateurs de cyclomoteurs. Il est le seul équipement qui protège la tête en cas d'accident. Il peut sauver la vie de son utilisateur. Le port du casque est obligatoire et ne pas respecter cette règle de sécurité élémentaire peut être lourde de conséquences en cas d'accident. En cas de contrôle routier, cela peut entraîner une forte amende et l'immobilisation du véhicule. Le choix du casque ne doit pas être pris à la légère. Il existe plusieurs types de casques. L'intégral. Il couvre intégralement la tête de l'utilisateur et offre la meilleure protection. Le jet offre une meilleure aération, notamment l'été, mais ne couvre pas l'avant de la tête. Le modulable. L'avant du casque peut être relevé pour passer du mode intégral au mode jet. Dans tous les cas, le casque doit être équipé de dispositifs rétro-réfléchissants à l'avant, à l'arrière et sur les côtés.
Être homologué, une étiquette E ou CE doit être présente, généralement sur la jugulaire. Il doit être fixé à la tête par la jugulaire et être à la bonne taille. Si le casque n'est pas fixé, il peut tomber en cas de choc et le risque de décès de l'utilisateur est encore plus grand. Si un casque subit un choc, quel qu'il soit, il doit être remplacé. En complément du casque, les utilisateurs peuvent s'équiper d'une cagoule et d'un tour de cou pour se protéger du froid. Les gants. Les mains souffrent du froid et elles sont souvent les premières au sol en cas de chute. En circulation, tout conducteur ou passager d'un cyclomoteur doit porter des gants conformes et homologués. Une étiquette CE ainsi que le logo d'une moto permettent de vérifier la bonne homologation. Un niveau de protection peut également être présent afin d'indiquer l'efficacité de la paire de gants en cas de chute. Les gants doivent être adaptés à la saison pour le confort de conduite et à la bonne taille pour permettre au conducteur d'utiliser efficacement les commandes. L'hiver, des sous-gants en soie ou en coton maintiennent les mains au chaud. Le blouson. Il est très important d'avoir un bon confort de conduite ainsi qu'une bonne protection. Pour cela, il faut avoir un équipement adapté en toutes circonstances. Cela passe par un blouson spécifique à la pratique de la moto, celui-ci assurant une protection optimale. Le printemps et l'été, un blouson adapté de faible épaisseur, mais qui coupe le vent, permet d'avoir un bon confort de conduite. Alors que conduire sous le soleil avec un blouson épais n'est pas ce qu'il y a de plus agréable. L'automne et l'hiver, il faut être protégé du froid et de la pluie. Conduire en ayant froid et en étant trempé détourne l'attention et empêche la bonne manipulation des commandes. C'est pourquoi blousons chauds et vêtements de pluie sont préconisés. Il existe aussi des gilets ou même des blousons gonflants, chers à l'achat, mais d'une grande efficacité en cas d'accident. Le pantalon. En cas de chute, le pantalon joue également un rôle de protection. Il est inconscient de conduire un deux-roues motorisé en short ou même en pantalon léger. En cas de chute, la douleur et les cicatrices d'un frottement de la peau avec le bitume seront importantes et inoubliables. Les pantalons en nylon et matière plastique sont aussi déconseillés. En cas de frottement, ces matières fondent sur la peau et créent de graves brûlures. Pour toutes ces raisons, il est préférable de circuler en cyclomoteur avec un équipement spécifique. Les chaussures. Lors d'une chute, les pieds peuvent être pris entre le véhicule et la chaussée. Mieux vaut être bien équipé. Les claquettes, sandalettes et autres chaussures ouvertes sont à éviter pour les mêmes raisons qu'il est déconseillé de conduire avec un short. Des chaussures spécifiques protègent la cheville et la partie inférieure de la jambe. Il faut préférer des chaussures qui tiennent bien aux pieds pour ne pas se retrouver pieds nus. Pour les véhicules à boîte de vitesse manuelle, les chaussures antidérapantes offrent un confort de conduite indéniable. Le pied adhère bien au sélecteur de vitesse et à la pédale de frein si le véhicule en est équipé. Les documents et accessoires. Pour circuler avec mon cyclomoteur, plusieurs documents et accessoires sont obligatoires. Je dois avoir en ma possession le certificat d'immatriculation du véhicule ainsi que le permis de conduire de la catégorie AM. J'ai également l'obligation d'avoir à portée de main un gilet haute visibilité afin de pouvoir le revêtir en cas d'accident ou au besoin si je souhaite augmenter ma visibilité de nuit, par temps de brouillard, etc. Pour finir, je dois être détenteur d'une assurance minimale obligatoire, responsabilité civile. Néanmoins, elle ne couvre pas les dommages matériels de mon véhicule et mes dommages corporels en cas d'accident responsable. Je peux donc choisir des niveaux de garantie supérieurs afin d'augmenter ma couverture en cas d'accident responsable ou non, mais aussi en cas de vol, d'incendie, etc.
Je dois apposer la vignette de cette assurance de manière visible sur le cyclomoteur et dois présenter l'attestation en cas de contrôle. Position de conduite. Une mauvaise position de conduite va engendrer plus de fatigue, une prise d'information diminuée, que ce soit dans les rétroviseurs comme en vision directe, ainsi qu'une mauvaise maîtrise du cyclomoteur. En effet, une mauvaise position ne permet pas une utilisation optimale des commandes. C'est pourquoi une bonne position de conduite est primordiale. Mais qu'est-ce qu'une bonne position ? La tête doit être droite afin de balayer l'environnement du regard. Le dos droit, légèrement penché vers l'avant. Les bras semi-fléchis et non tendus. Les mains au plus proche des commandes. Les genoux serrés contre le réservoir ou dans l'axe du deux roues selon le type de véhicule. Les pieds doivent toujours être sur les repose-pieds ou sur le plancher selon le type de véhicule. En adoptant cette position de conduite, le conducteur a une maîtrise parfaite de la vitesse et des trajectoires. Les commandes sont utilisées facilement, le freinage est dosé et l'équilibre est maintenu. Passagers et chargement. Une mauvaise position de conduite déplace le centre de gravité du véhicule, de même pour le transport d'un passager et ou d'un chargement. Cela modifie l'équilibre du cyclomoteur et modifie le comportement de celui-ci. Accélération, freinage, etc. Avant de partir avec un passager, il est donc impératif de donner à celui-ci des conseils simples d'installation et de circulation, d'établir un code de communication et qu'il ait ses équipements obligatoires. Le passager doit s'installer près du conducteur, se tenir à la poignée de maintien et suivre les mouvements du cyclomoteur afin de rester dans l'axe du deux roues. Ne pas suivre ces règles entraînera un déséquilibre important et un risque de chute ou d'accident. Adoptez une conduite encore plus sécurisante. Vous êtes responsable de votre passager, inutile de lui faire peur. Anticipez. Concernant le transport de bagages, colis, etc., le chargement doit être correctement réparti en respectant les limites de poids indiquées sur le certificat d'immatriculation. Il est possible et plus sûr d'utiliser des équipements spécifiques comme un porte-bagages, un top case ou une sacoche plutôt que de poser simplement et librement le chargement sur le plancher ou sur le réservoir. Dans tous les cas, il faut bien attacher le chargement à l'aide des sangles ou dans un système adapté. Vérifier que rien ne pourra se mettre en travers des roues, que l'ensemble ne va pas nous déséquilibrer et qu'il ne risque pas de tomber. Les pneumatiques. Sur la route, le danger peut surgir et surprendre à tout moment. Un véhicule en bon état de fonctionnement permet de répondre correctement aux actions du conducteur lors de ce danger. Ne pas ou mal entretenir son véhicule, c'est augmenter les risques d'accident. Les pneumatiques sont un élément de sécurité essentiel sur un deux roues. Ils sont les seuls éléments du véhicule en contact avec le sol. Cette surface de contact étant petite, l'état des pneumatiques est primordial pour qu'ils remplissent correctement toutes leurs fonctions. Lisse et ou sous-gonflé, cela entraîne une mauvaise adhérence, allongeant les distances d'arrêt et détériorant la tenue de route. Abîmés, déchirures, hernies, ils peuvent éclater à tout instant. Il faut prendre soin des pneumatiques. Pour cela, il faut vérifier régulièrement la pression des pneus au moins une fois par mois, à froid de préférence. L'usure de la bande de roulement. Les sculptures doivent être assez profondes pour permettre l'évacuation de l'eau. Aucun corps étranger, gravillon, etc., ne doit être bloqué à l'intérieur des sculptures. L'état des flancs. Lorsque le flanc du pneu est abîmé, le risque d'éclatement est important.
le conducteur est en danger. Les freins. Il existe deux types de freins, les freins à tambour, à câble, et les freins à disque, hydrauliques. Quels qu'ils soient, ils doivent toujours être en bon état pour arrêter le véhicule en toute sécurité et en toutes circonstances. De plus, les deux roues sont dotées de deux systèmes de freinage contrôlant indépendamment le frein avant et le frein arrière. Les freins à tambour doivent être vérifiés en graissant le câble régulièrement, en réglant la garde qui doit avoir un léger jeu, en changeant le câble dès lors que celui-ci est effiloché, en contrôlant l'usure des tambours. Les freins à disque, hydrauliques, doivent être vérifiés en contrôlant le niveau des liquides, l'usure des plaquettes de frein, l'usure des disques. En cas de baisse anormale de ces liquides, je fais contrôler mon véhicule par un spécialiste. Les niveaux. Mon véhicule fonctionne grâce à un ensemble d'organes mécaniques et grâce au mouvement simultané de pièces mécaniques. Ces mouvements répétés entraînent, à long terme, l'usure des pièces et du moteur. Pour éviter et diminuer une usure trop importante, différents liquides que je dois contrôler sont présents sur le cyclomoteur. Le niveau d'huile permet une bonne lubrification du moteur, afin d'éviter la casse de celui-ci. Selon le type de moteur, le contrôle et le complément s'effectuent de différentes manières. Je me renseigne par le biais du livret d'entretien. Les véhicules disposent également d'un système de refroidissement afin d'éviter toute surchauffe du moteur. Selon les véhicules, il peut être à air ou liquide. Dans ce dernier cas, je prends soin de contrôler le niveau de liquide de refroidissement. Je contrôle également le liquide de frein si le système est hydraulique, celui-ci assurant la bonne efficacité de mon freinage. Pour finir, je contrôle également le niveau de carburant, afin de ne pas tomber en panne sur le bord de la chaussée. Les deux roues fonctionnent généralement avec un moteur essence. À la station-service, je prends soin de sélectionner le bon carburant. Dans tous les cas, je dois contrôler régulièrement que les niveaux se trouvent bien entre le minimum et le maximum. Faire appel à un spécialiste au moindre doute et changer les liquides tous les 2 ans. Ne pas hésiter à se référer au carnet d'entretien du véhicule. La transmission. Le rôle de la transmission est de transmettre le mouvement du moteur aux roues. Cela permet de faire avancer le véhicule grâce au fonctionnement d'éléments mécaniques comme la chaîne ou la courroie. Le type de transmission dépend des véhicules. Une chaîne ne doit pas être trop tendue, ni trop lâche, environ 2 cm de débattement. Trop tendue, elle s'usera plus vite et risque de casser. Trop lâche, elle peut sauter et se bloquer dans les rayons de la roue. La chute est inévitable. Il faut également veiller au bon entretien de la chaîne en effectuant un graissage régulier de celle-ci. Pour la courroie, il faut vérifier son état général, sa tension et l'absence de craquelure qui pourrait entraîner son déchirement. Échappement et débridage. L'échappement est le principal auteur de nuisances. C'est pour cela qu'il est très réglementé. Il doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Il ne doit pas être libre pour ne pas émettre des pollutions sonores et atmosphériques importantes. Circuler avec un tel échappement peut entraîner une forte amende. Dans tous les cas, toute modification non homologuée sur l'échappement est interdite. Il est également interdit d'effectuer des modifications sur le véhicule, comme l'installation d'un kit de débridage. Augmenter les capacités de vitesse du véhicule, alors que les éléments de celui-ci ne peuvent pas assumer des caractéristiques supérieures à celles pour lesquelles il a été construit, est très dangereux. En cas de non-respect de cette règle, le véhicule peut être immobilisé et confisqué pour expertise. Mais surtout, cela augmente le risque d'accident et augmente l'usure du moteur et des différents organes mécaniques. Le véhicule n'étant plus homologué,
l'assureur peut refuser de payer les dégâts en cas d'accident. Il peut aussi demander le remboursement des sommes versées à l'éventuelle victime. Voyants et éclairage. Au moment de la mise en marche du moteur, les voyants sur le tableau de bord s'allument. Cela permet de contrôler leur fonctionnement. Ils doivent ensuite s'éteindre une fois le moteur mis en route. Selon le voyant et sa couleur, la signification n'est pas la même. Les voyants de couleur rouge me préviennent d'un problème immédiat. Je ne démarre pas et si je suis déjà en circulation, je m'arrête le plus rapidement possible en toute sécurité. Ces voyants peuvent correspondre à un problème d'huile moteur, de liquide de refroidissement, etc. Continuer à circuler avec un voyant rouge détériorera le moteur et engagera ma sécurité. Les voyants orange indiquent un élément important, mais non dangereux. Par exemple, le témoin de réserve carburant. Les témoins lumineux ne signalent pas uniquement des problèmes. Lors de l'utilisation des différents feux, le conducteur en est averti sur le tableau de bord. Les voyants verts peuvent indiquer le fonctionnement des clignotants, du feu de position ou de croisement. Le seul témoin bleu indique le fonctionnement du ou des feux de route. Après avoir contrôlé le bon fonctionnement des différents voyants, je contrôle également l'ensemble de mes feux. Je vérifie leur état, leur propreté et qu'ils fonctionnent correctement. Je contrôle les feux de croisement et ou feux diurnes. Ils sont obligatoires de jour comme de nuit. Les feux de route, je dois les utiliser de nuit si je suis seule sur route non éclairée. Les clignotants, afin d'avertir de mes changements de direction. Pour finir, les feux arrière, composés d'un feu de position et d'un feu stop afin d'être détectés par les véhicules suiveurs. Les règles de priorité. Respecter les règles de priorité, c'est permettre à tous de circuler en sécurité. C'est assez simple. Certains panneaux et feux autorisent le passage et d'autres imposent de céder le passage. 2 panneaux nous informent que l'on bénéficie de la priorité de passage. Celui-ci indique une priorité ponctuelle, c'est-à-dire que je bénéficie de la priorité de passage seulement à la prochaine intersection. Cet autre panneau indique le caractère prioritaire de la route. Je bénéficie de la priorité de passage à toutes les intersections jusqu'à ce que je rencontre ce panneau. 3 panneaux imposent de céder le passage aux autres. Le céder le passage est complété au sol d'une ligne d'effet discontinue. Je dois céder le passage aux véhicules venant de gauche comme de droite. Néanmoins, si aucun usager n'est présent, je ne suis pas dans l'obligation de marquer l'arrêt. Attention, je prends bien le temps de ralentir pour bien contrôler à plusieurs reprises et au moindre doute, il est tout de même préférable de s'arrêter. Le stop est complété d'une ligne d'effet continue. L'arrêt est obligatoire dans tous les cas, même si aucun usager n'est présent. Une fois arrêté, je prends soin de contrôler à plusieurs reprises et je dois céder le passage aux usagers venant à gauche et ou à droite. La priorité à droite, reconnaissable par ce panneau, impose de céder le passage à droite. Si aucun usager n'arrive à droite, il est possible de s'engager. Dans le cas contraire, il faut céder le passage. Attention tout de même aux véhicules venant de gauche. Même si je bénéficie de la priorité de passage, il se peut que ma présence n'ait pas été détectée. Lorsqu'il n'y a aucune signalisation de priorité, c'est également la règle de priorité à droite qui s'applique. Les carrefours à sens giratoire. Dans un carrefour à sens giratoire, la circulation se fait par la droite. Il faut céder le passage aux usagers circulant sur l'anneau. Les carrefours à sens giratoire peuvent avoir plusieurs voies. Dans ce cas, il est possible de circuler dans celle de gauche pour tourner à gauche ou faire demi-tour. Néanmoins,
Cela nécessite de me replacer à droite ensuite. Je prends donc soin de bien contrôler et de céder le passage aux véhicules se situant sur la voie de droite. Quoi qu'il en soit, les clignotants sont les meilleurs alliés du conducteur pour être vus et ne pas surprendre les autres. En résumé, les intersections sont dangereuses. Il n'est pas facile de savoir si tout le monde a bien compris la règle à appliquer. Je franchis les intersections avec prudence, même lorsque je bénéficie de la priorité de passage. Les panneaux. Il y a 4 grandes familles de panneaux. Seuls quelques panneaux concernent directement les cyclomotoristes. Un panneau de forme triangulaire annonce un danger. Il est placé environ 50 mètres avant en agglomération et environ 150 mètres avant hors agglomération. Ces panneaux sont mis en place bien avant le danger afin de pouvoir anticiper celui-ci et adapter sa conduite. Par exemple, en présence de ce panneau, je ralentis pour éviter une sortie de route. Un panneau rond bordé de rouge est un panneau d'interdiction. C'est le cas par exemple de ce panneau qui interdit de dépasser la vitesse de 30 km/h. Une fin d'interdiction est signalée par un panneau rond, blanc, barré de noir. Un panneau de forme ronde et de couleur bleue est un panneau d'obligation. Une obligation d'emprunter la piste cyclable, par exemple. Une fin d'obligation est barrée en rouge. Les panneaux d'indication, quant à eux, sont carrés, à fond bleu ou blanc. Ils guident et informent sur une situation, un ordre de passage, etc. Un panneau peut être complété par un panonceau de distance. Il précise où le danger se situe par exemple. Par un panonceau d'étendue. Il précise sur combien de mètres s'étend le danger. Par un panonceau de catégorie. Par exemple ici, les cyclomoteurs doivent utiliser la bande ou piste cyclable pour circuler. Ces 2 panneaux interdisent l'accès aux cyclomoteurs. En effet, la différence de vitesse avec les autres usagers serait beaucoup trop importante et donc dangereuse. Les marquages. Le marquage au sol guide, informe les usagers et leur permet également de se situer. Le marquage blanc est permanent et le jaune est temporaire. Les lignes qui séparent les sens de circulation peuvent être des lignes continues. Dans ce cas, il est interdit de franchir ou chevaucher ces lignes. Des lignes discontinues. Le franchissement est autorisé si cela ne gêne aucun autre usager. Des lignes mixtes comportant une ligne discontinue accolée à une ligne continue. Il faut appliquer la règle de la ligne la plus proche de nous. Les flèches de sélection sont placées aux intersections. Elles signalent aux usagers les voies à utiliser selon la direction souhaitée. Des lignes discontinues aux traits larges et rapprochés délimitent des voies réservées. Il peut s'agir d'une voie réservée aux bus, aux cyclistes, etc. Il faut vérifier le reste de la signalisation pour déterminer les usagers concernés. Ce marquage délimite un sas pour cyclistes. Il permet aux cyclistes de se positionner en sécurité devant les autres usagers aux intersections avec feu. Ces sas sont interdits à tous les véhicules motorisés. Le but étant de permettre aux cyclistes de s'engager en premier dans les intersections pour que les autres usagers ne les renversent pas. Certains marquages viennent compléter les panneaux de signalisation. C'est le cas des marquages de stop, céder le passage ou bien encore des passages pour piétons. Les feux. Les feux de signalisation peuvent être permanents ou temporaires. Mais quelle que soit leur nature, tous les usagers de la route doivent appliquer le régime de priorité indiqué. Un feu permanent peut être vert, jaune ou rouge. Vert, je passe avec prudence. Jaune, je m'arrête, sauf s'il est impossible de le faire en toute sécurité. Et rouge, je m'arrête.
Un feu temporaire peut être jaune clignotant en bas, jaune fixe au milieu ou rouge en haut. Jaune clignotant, je passe avec prudence. Jaune fixe, je m'arrête si l'usager qui suit n'est pas trop près. Rouge, je m'arrête. Les feux de signalisation peuvent être ronds, en forme de véhicule ou en forme de flèche. Certains feux sont complétés par un panneau de priorité. Il faut appliquer la règle donnée par le panneau dès lors que le feu ne fonctionne pas correctement, éteint ou jaune clignotant en son milieu. Dans tous les cas, les intersections doivent être franchies avec prudence afin d'anticiper un éventuel danger. Une signalisation particulière pour les cyclistes peut être mise en place au feu tricolore. Un panneau de « Tourne à droite cycliste » autorise seulement les cyclistes souhaitant tourner à droite à s'engager malgré le feu rouge. Avant de s'engager, les cyclistes doivent céder le passage. Des agents des forces de l'ordre peuvent faire la circulation. Il faut alors appliquer la règle de priorité qu'ils donnent et non pas celle donnée par la signalisation. Adaptation à la réglementation. Il existe des vitesses maximales autorisées pour des raisons de sécurité. Manque de visibilité, proximité d'habitation, distance nécessaire pour s'arrêter en cas d'obstacle non visible, etc. Je dois donc observer la signalisation afin de respecter les vitesses. Néanmoins, même si je ne suis pas en excès de vitesse, celle-ci peut tout de même être excessive par rapport à la situation. J'adapte donc l'allure en fonction de chaque situation. Adaptation à l'environnement. La configuration des lieux, virages, descentes rapides, routes glissantes, intersections, etc. nécessite également d'adapter l'allure. Je reste prudent en cas de mauvaises conditions météorologiques, en cas de manque de visibilité ou bien encore dans des zones de travaux. Adaptation aux situations. D'autres situations doivent attirer mon attention, comme la présence d'autres usagers. J'adopte un comportement prudent envers eux, notamment les plus vulnérables, piétons, cyclistes, personnes âgées, enfants, etc. Je tiens compte de leurs déplacements possibles pendant le temps qui me sépare d'eux. Zone d'incertitude. Adaptation au virage. Pour finir, j'adapte également mon comportement en fonction des virages. Pour conserver une trajectoire correcte, il faut regarder précisément là où l'on souhaite aller. Lors de la prise d'un virage, le conducteur doit porter son regard vers la sortie de la courbe et conserver une distance latérale avec le trottoir. Une fois le changement de direction engagé, le regard doit être porté loin devant. À la fin de cette manœuvre, une légère accélération permet de replacer le véhicule dans son alignement. Dans un virage, la vitesse doit être adaptée pour réussir à maintenir une bonne trajectoire et pour ne pas se retrouver sur la voie des véhicules arrivant en sens inverse. Plus le virage est serré, plus la vitesse doit être réduite. La bonne trajectoire consiste à se placer au début du virage sur l'extérieur de la voie de circulation, puis revenir progressivement vers le point de corde et commencer à accélérer en sortie de virage pour reprendre une bonne position et une bonne vitesse. Attention à ne pas couper la trajectoire des virages pour ne pas empiéter sur la voie des autres usagers. En marche normale. Une bonne position sur la chaussée est primordiale pour pouvoir, d'une part, partager la route avec les autres usagers afin de ne pas se gêner, d'autre part, pour pouvoir circuler en toute sécurité. Du fait du faible gabarit du cyclomoteur, un mauvais placement me rend difficilement détectable des autres et j'augmente le risque d'être gêné lors de mes changements de direction. En marche normale, je circule sur le premier tiers de ma voie.
Je ne dois pas serrer le trottoir afin de ne pas inciter les autres usagers à me dépasser en me serrant contre celui-ci. Je ne dois pas non plus serrer les véhicules stationnés au cas où une portière viendrait à s'ouvrir, par exemple. Dans le cas où plusieurs voies permettent d'aller dans la même direction, je circule sur la voie la plus à droite de la direction choisie. Attention, il est interdit de slalomer entre les véhicules. De plus, les remontées de fil sont généralement dangereuses. Pour tourner à droite. Pour tourner à droite à une intersection, je dois me placer sur la droite de la chaussée afin de faciliter le changement de direction. De cette manière, les autres usagers détecteront plus facilement mon changement de direction. De plus, cela permet également de mieux partager la route et de fluidifier le trafic. En effet, avec ce placement, je ne gêne pas les usagers souhaitant tourner à gauche. Attention, avant de me placer, je contrôle dans mes rétroviseurs et j'actionne le clignotant. Pour tourner à gauche. Pour tourner à gauche, je dois me placer sur la gauche de ma voie, le long de la ligne médiane. Le risque, si je reste à droite, est que les usagers se posent des questions sur mes intentions et sur la direction que je souhaite prendre. De plus, un usager peut venir sur ma gauche et ainsi me bloquer dans mon changement de direction. S'insérer en circulation. Pour m'insérer en circulation, je prends en compte la capacité d'accélération de mon véhicule afin de ne pas gêner les autres usagers. Je prends soin de bien contrôler et je prends le temps de bien analyser le régime de priorité et les vitesses des usagers. Attention, si j'ai un passager, l'accélération de mon véhicule est plus lente. Ralentir et s'arrêter en circulation. Avant de ralentir, je contrôle derrière afin de ne pas surprendre un usager situé derrière moi. La décélération d'un cyclomoteur étant importante, je pense à bien signaler mon freinage à l'aide des feux stop. Mon regard porté au loin, je dose le freinage entre le frein avant et le frein arrière. Je fais attention à l'alignement du deux roues. Il doit si possible rester droit pour ne pas être déséquilibré. Le stationnement. Même si le gabarit du cyclomoteur est faible, je ne stationne pas n'importe où et n'importe comment. Les trottoirs sont réservés à la circulation des piétons. Il est donc gênant et interdit d'y stationner. Imaginez un parent avec une poussette. Il est également interdit de stationner le long d'une ligne jaune continue ou discontinue et sur les emplacements tels que les places pour personnes à mobilité réduite ou les places de livraison. Des emplacements spécifiques aux deux roues peuvent exister. Dans le cas contraire, j'utilise les emplacements de stationnement ou les parkings communs à tous les usagers. L'assureur peut exiger la présence d'un antivol. Il est également possible de faire graver le cyclomoteur pour faciliter les recherches en cas de vol. De plus, le cyclomoteur dispose d'un aimant qui permet de bloquer la direction une fois stationné. En cas de vol, j'informe au plus vite mon assureur et je dépose une plainte auprès des forces de l'ordre. Le temps de réaction. Le temps de réaction d'une personne est en moyenne d'1 seconde. Mais plusieurs facteurs peuvent allonger ce temps, comme l'alcool, la fatigue, les médicaments, etc. Lorsque vous conduisez, soyez concentré sur votre conduite et tout ce qui vous entoure. Si vous êtes en train de penser à autre chose, votre temps de réaction est augmenté. Les autres usagers ne vont pas ralentir ou s'adapter au fait que vous n'êtes pas concentré. C'est là que l'accident intervient. En effet, pendant le temps de réaction, le véhicule continue de circuler à la même allure.
Pour connaître approximativement la distance parcourue par le véhicule pendant ce temps, il faut multiplier par 3 le chiffre des dizaines de la vitesse. À 40 km/h, 4 fois 3 égale 12. Le véhicule parcourt 12 mètres environ pendant le temps de réaction sans ralentir. Distance de freinage. La distance de freinage intervient après le temps de réaction. C'est la distance parcourue entre le moment où le conducteur commence à freiner et l'immobilisation totale du véhicule. Un véhicule lancé ne s'arrête pas instantanément. Le système de freinage doit lutter contre l'inertie du véhicule et arrêter les roues. Autant dire qu'il faut quelques mètres entre le moment où le frein est actionné et le moment où le véhicule s'arrête. Cette distance est augmentée si la route est mouillée, verglacée, enneigée, etc. Dans ces conditions, il est conseillé d'utiliser un autre mode de transport. La distance de freinage peut aussi augmenter si l'état général du cyclomoteur est mauvais. Pneus lisses ou sous-gonflés, liquide de frein insuffisant, etc. Ne pas ou mal entretenir son véhicule, c'est augmenter la distance de freinage et les risques d'accident. Distance d'arrêt. La distance d'arrêt d'un véhicule comprend la distance parcourue pendant le temps de réaction du conducteur et la distance de freinage. Pour évaluer la distance d'arrêt, je multiplie le chiffre des dizaines de la vitesse à laquelle je circule par lui-même. À 40 km/h, 4 fois 4 égale 16 mètres. Bien entendu, la distance d'arrêt dépendant du temps de réaction et de la distance de freinage, celle-ci sera rallongée en cas de fatigue, alcool ou bien encore en cas de pluie ou de mauvais état du véhicule. Intervalle de sécurité. Je dois laisser un intervalle de sécurité de 2 secondes avec le véhicule qui me précède. Cet intervalle permet de ne pas être surpris si un véhicule ralentit brusquement, par exemple. Il doit être au moins égal à la distance parcourue pendant 2 secondes. 1 seconde pour le temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. L'intervalle de sécurité doit être augmenté si les conditions d'adhérence ou de visibilité sont mauvaises. Ne pas maintenir cet intervalle est dangereux et peut être puni d'une amende. Pour évaluer cet intervalle, je prends un point de repère, un arbre, un panneau, un pont. Dès que le véhicule devant moi passe à la hauteur de ce repère, je dois avoir le temps de prononcer 1 seconde, 2 secondes, avant d'arriver moi-même au repère. Pour circuler en groupe, il est déconseillé de se placer les uns derrière les autres. Il faut respecter les intervalles de sécurité et essayer d'avoir une position sur la chaussée qui permet d'avoir la meilleure visibilité possible vers l'avant. Dépasser et être dépassé. La vitesse maximale autorisée des cyclomoteurs et des quadricycles légers est de 45 km/h. Ce qui signifie qu'en race campagne, les autres usagers circulent plus vite, 80 km/h. Mais en ville, l'allure est quasiment la même que celle des automobilistes. Un dépassement doit toujours se faire par la gauche. Un dépassement par la droite surprendrait les autres usagers et pourrait créer un accident. Le dépassement doit être signalé à l'aide des clignotants. Pour dépasser, il faut s'assurer que l'environnement et la signalisation le permettent. Il ne faut gêner aucun usager, contrôler et indiquer l'intention de dépasser. Il faut également respecter un intervalle latéral de sécurité, d'au moins 1 mètre en agglomération et 1,50 m hors agglomération. Lorsqu'on dépasse un piéton, un cavalier, un cycliste ou un véhicule à 2 ou 3 roues. Lors de la remontée d'une file par la gauche, l'allure doit être adaptée pour prendre un maximum d'informations et agir en conséquence. Attention par exemple aux véhicules qui déboîtent sur la gauche sans prévenir. Attention, les véhicules lourds, bus, camions, etc. cachent la visibilité vers l'avant.
S'ils sont arrêtés, ils peuvent masquer un piéton sur le point de traverser. Changement de direction. Un changement de direction est un changement dans la tâche de conduite de tous les usagers. Les usagers qui suivent et que vous croisez doivent s'adapter à ce changement. Dans un premier temps, je prends les différentes informations avant d'arriver sur l'intersection. Suis-je prioritaire? Ai-je de la visibilité? Est-ce que la signalisation m'autorise à tourner? Ensuite, je vérifie dans mes rétroviseurs et mes angles morts pour détecter d'éventuels usagers. Suis-je sur le point d'être dépassé? Est-ce que des véhicules me suivent de près? Lorsque mon changement de direction peut être effectué en toute sécurité, j'avertis les autres usagers avec le clignotant. Je ralentis et je me place en fonction de la direction choisie. Attention aux abords des intersections, les piétons peuvent traverser. Il faut prévoir de leur céder le passage à tout moment. Avoir une allure réduite lors des changements de direction permet de s'arrêter plus facilement si nécessaire, d'avoir une bonne trajectoire, de ne pas surprendre les autres usagers et d'éviter une chute. Pour tourner à gauche, il faut traverser la voie des véhicules arrivant en sens inverse. C'est pour cette raison qu'il faut leur céder le passage. Quoi qu'il en soit, les clignotants sont les meilleurs alliés du conducteur pour être mieux vus et ne pas surprendre les autres. L'effet gyroscopique. L'effet gyroscopique permet de plus ou moins maintenir le cyclomoteur en équilibre selon la vitesse de celui-ci. Sans vitesse, l'effet gyroscopique n'existe pas. À vitesse lente, il agit mais faiblement. Enfin, à une allure plus soutenue et constante, l'effet agit et maintient correctement le deux roues en équilibre. C'est le même principe qu'avec une toupie. Plus elle tourne vite et plus elle est stable, et moins elle tourne vite et plus elle est déséquilibrée. La force centrifuge. À présent, comprenons le comportement d'un véhicule dans un virage. Dans un virage, le cyclomoteur va être déporté vers l'extérieur de celui-ci. C'est la force centrifuge qui vient le pousser avec plus ou moins d'intensité. Le conducteur doit donc lutter contre cette force pour maintenir une bonne trajectoire et éviter une sortie de route. Cette force varie selon la vitesse, la courbe du virage et le poids du véhicule. La vitesse est un élément important qui interagit avec la force centrifuge. Lorsqu'elle double, la force centrifuge est multipliée par 4. C'est exactement le même phénomène qui se produit dans certains manèges de fêtes foraines. Plus la vitesse du manège augmente, plus on est plaqué vers l'extérieur de celui-ci. C'est pour cette raison qu'avant d'aborder un virage, il faut prendre conscience de la courbe du virage, de son étendue, de la visibilité, afin d'y adapter son allure. De cette façon, le conducteur adapte la vitesse pour garder le maintien de la trajectoire jusqu'à la sortie du virage. Une mauvaise évaluation de tous les facteurs risques dans un virage peut entraîner une sortie de route. Le contre-braquage. Conducteur d'un deux roues motorisé, je dois, dans les virages, lutter contre les forces physiques qui peuvent conduire à l'accident. En effet, je dois lutter contre l'effet gyroscopique et la force centrifuge. L'effet gyroscopique permet au véhicule de tenir en équilibre grâce à la vitesse. Cet effet tend donc à faire suivre au véhicule une trajectoire rectiligne, même dans les virages. Je dois alors lutter contre cet effet pour franchir le virage. Plus la trajectoire du virage est prononcée, plus il faut lutter. La force centrifuge, quant à elle, va déporter le cyclomoteur vers l'extérieur. Il faudra également lutter contre celle-ci pour ne pas faire de sortie de route. Pour cela,
on se sert du contre-braquage, ce qui permet d'incliner le véhicule selon la direction voulue. C'est en quelque sorte une force compensatrice qui s'exécute en poussant sur le guidon du côté où on souhaite incliner le cyclomoteur. Pour résumer, en pratiquant le contre-braquage, je lutte d'une part contre la force centrifuge en ramenant constamment le véhicule vers l'intérieur du virage et d'autre part contre l'effet gyroscopique pour empêcher aux deux roues de se redresser dans le virage. Attention, si ma vitesse n'est pas adaptée au virage ou si je me fais surprendre par un virage sans visibilité, je ne pourrai pas réagir correctement. Accident assuré. Freinage et évitement. Un transfert de masse se produit lors de l'accélération, du ralentissement et de l'arrêt du véhicule. Pour arrêter un véhicule en mouvement, il faut freiner et lutter contre la force d'inertie. Un bon dosage du freinage permet de s'arrêter en sécurité. Le frein le plus puissant est le frein avant. Néanmoins, quand un conducteur freine uniquement du frein avant, le véhicule plonge alors vers l'avant et est déséquilibré. Le freinage arrière est moins efficace, mais permet d'atténuer le transfert de masse vers l'avant et donc éviter d'être déséquilibré. De plus, il permet d'être utilisé dans les cas où le frein avant risquerait de nous faire déraper et chuter, gravillon, virage, etc. Sur un freinage dit d'urgence, le conducteur subit aussi cette forte poussée vers l'avant. Il doit garder les bras tendus pour lutter contre la force d'inertie, ce qui lui évite d'être projeté au-dessus du guidon. Il doit également légèrement se grandir vers l'arrière et regarder au loin afin que le véhicule garde une bonne trajectoire. Il faut également doser correctement frein avant et frein arrière pour asseoir le cyclomoteur. Au moindre dérapage, je libère le frein le temps de récupérer le contrôle. Attention à la chute en cas de blocage. Le freinage, pour toutes ces raisons, étant délicat à réaliser en situation réelle, il est parfois préférable d'effectuer un évitement. Cela permet d'éviter une portière, par exemple. Pour effectuer celui-ci, le regard doit être porté au loin. Je coupe les gaz, ne touche pas au frein, et j'exerce une forte poussée sur le guidon du côté où je souhaite éviter l'obstacle. Attention à rapidement revenir sur la voie une fois l'évitement effectué.